sur la philosophie européenne à l'épreuve de l'autre, critique postcoloniale, philosophie non européenne et décolonisation de la pensée. Le titre de ma communication, tel que je l'ai articulé, peut paraître prétentieux. Quand je dis décomplexer le savoir à propos de la pensée africaine contemporaine dans la mondialisation. Car ici, il entend aborder à la fois un ensemble de notions qui paraissent très complexes, le savoir, la pensée africaine, la mondialisation. On peut même s'interroger sur le lien direct qu'on établirait entre les trois, d'autant plus que l'histoire de la philosophie africaine et même la philosophie de façon générale n'a jamais réellement intégré dans ces registres le concept de pensée africaine. Autrement dit, le doute sur l'existence de celle-ci ne semble pas avoir été levé de manière définitive. Si le doute sur l'existence de cette pensée subsiste, cela signifie certainement qu'un contenu très approprié n'est peut-être pas jusqu'aujourd'hui donné à la pensée africaine, ou encore que ce contenu n'est pas connu. Voilà, il n'est pas connu. Mais si on lui donne aujourd'hui un contenu, il faut bien qu'on sache ce qu'est ce contenu et ce qu'il peut apporter justement à la mondialisation qui nous appelle tous à un destin commun. Voilà, donc la pensée européenne, la pensée occidentale de façon générale, la pensée africaine et d'autres types de pensée. Mon propos va donc s'articuler en deux moments. D'abord, je vais essayer de rappeler quelque peu les grandes lignes du débat sur l'existence d'une philosophie africaine et montrer aujourd'hui ce qui fait la particularité de cette pensée. Voilà, parce que c'est pourquoi j'ai parlé de pensée africaine contemporaine, parce que cela signifie qu'il y a eu des étapes, toute une histoire. Et aussi, en deuxième moment, je vais essayer de montrer quels peuvent être les enjeux de cette pensée africaine aujourd'hui dans voilà, la logique de la mondialisation. Le savoir est à prendre ici, quand je parle de savoir, il ne faut pas voir ici le savoir au sens purement littéral, mais plutôt au sens que Hegel, en fait, avait donné ici au savoir, c'est-à-dire c'est-à-dire le moment de l'achèvement de la conscience de soi comme totalité de l'être, disposant en lui toutes les contradictions, la subjectivité et l'objectivité, la certitude de la certitude et de la vérité, de la pensée de l'être, de la pensée et de l'être, du particulier et de l'universel, et les dépassant tout de même. Voilà. C'est donc un savoir dialectique non statique comportant en son sein le mouvement de la contradiction et du dépassement, thèse, antithèse, synthèse. Or, nous savons que le sort souvent réservé à la pensée africaine dans les débats intellectuels datant des siècles déjà semble avoir plongé le caractère dialectique du savoir dans un profond sommeil dogmatique. J'emprunte ici une expression d'un enseignant à moi, je suis gabonais, et j'ai fait mon premier cycle et le second cycle à l'université Omar Bongo, au Gabon à Libreville. Et mon enseignant de philosophie africaine, Bonaventure Douin-Comier, il a publié un article qui s'intitule Du sommeil dogmatique à l'éveil critique au sujet de la pensée africaine. Donc c'est un terme en fait ici que j'emprunte voilà, chez lui, où le savoir est finalement devenu voilà, le seul apanage de l'Occident. C'est un peu l'idée qui a été faite. On peut par exemple constater que chez Hegel, pour qui la contradiction et le dépassement caractérisent pourtant le savoir, on débouche absurdement sur le rejet d'une pensée autre que la pensée européenne. Car l'universel, la raison, ou encore ce qu'il appelle l'esprit absolu, voilà, et qu'il mentionne un peu dans la plupart de ses ouvrages, ne concerne pas le genre humain dans sa totalité, mais plutôt l'européen ou encore l'occidental. Dans son ouvrage La raison dans l'histoire, il livre une description très caricaturale du négo africain.
il le présente comme un être dont la conscience n'est pas parvenue à la contemplation d'une quelconque objectivité solide. Il ajoute même que dans son unité indifférenciée et concentrée, l'Africain n'en est pas encore arrivé à la distinction entre lui, individu singulier, et son universalité essentielle. D'où il suit que la connaissance d'un être absolu qui serait autre que le moi et supérieur à lui manque absolument. Fin de citation. Cette description hegelienne du nègre, on le sait, elle visait beaucoup plus à légitimer la colonisation, comment on appelle, l'assimilation, voilà, du peuple africain, un peuple qui pourtant était un peuple libre, peut-être qu'il se sentait mieux dans la forêt, qui se sentait peut-être mieux dans ses manières de voir le monde. Donc Hegel, je suis convaincu, n'a peut-être jamais voyagé, il n'a pas été en Afrique, il n'a pas vu quel était le comportement exact de l'Africain. Est-ce qu'il pensait Dieu? Est-ce qu'il avait une pensée de l'être? Et à partir de là, ça m'a amené dans mes recherches à relire le révérend Père Tempels, que peut-être certains, beaucoup ici, connaissent. Le Père Tempels est un missionnaire belge qui a séjourné en Afrique et particulièrement au Congo pendant un bon bout de temps et qui a écrit un ouvrage qu'il intitule La philosophie bantou. Voilà. Dans la philosophie bantou, Tempels fait une remarque, voilà, il contredit un peu tous ces philosophes occidentaux à partir de Hegel qui ont démontré que l'Africain ne pouvait pas avoir de pensée, que l'Africain avait une conscience prélogique, voilà, ahistorique. Donc Hegel, Lévi-Bruhl, Martin Heidegger, voilà, ils ont tous légitimé cette antiphilosophie africaine. Donc, il dit ceci, je vais citer l'un de ces passages qui me paraît très, très intéressant. Voilà. Il dit, celui qui prétend que les primitifs ne possèdent point de système de pensée, les rejette d'office de la classe des hommes. Ceux qui le disent se contredisent d'ailleurs fatalement. Voici ce que dit le révérend Père Tempels. Il ajoute même un peu plus loin dans son ouvrage que quiconque veut étudier les primitifs ou les primitifs évolués doit renoncer à parvenir à des conclusions scientifiquement valables tant qu'il n'a pas pu renoncer à parvenir à des conclusions tant qu'il n'a pas pu pénétrer jusqu'à leur métaphysique. Affirmer a priori que les primitifs n'ont pas d'idée au sujet des êtres, qu'ils n'ont pas d'ontologie et que toute logique leur fait défaut, c'est tourner le dos à la réalité. Voici ce que dit le révérend Père Tempels. Donc ici, on peut comprendre que l'intention, je ne sais pas si elle est trop philosophique, voilà, l'intention de Hegel ici contraste, voilà, avec la position ou la déclaration ici de Tempels qui prouve en fait le contraire, que l'Africain avait sa manière de penser, de voir le monde, voilà, et qu'on ne pouvait pas lui refuser l'accès à l'humanité, et que l'humanité en fait ne concernait pas que l'occidental. Donc ici, mais en fait ce débat, puisque il a beaucoup animé, voilà, le contexte intellectuel africain. Bon, je ne voudrais pas empiéter, je sais que quelqu'un d'autre va certainement exposer là-dessus. Voilà, donc ça a donné des courants en Afrique, ce qu'on a appelé l'ethnophilosophie, et un courant critique, voilà, qui sera généralement animé par des philosophes comme Maxien Toa, qui est décédé il y a cela 2 ans, comme Paulin Outonji, Eboussi Boulaga, et bien d'autres d'ailleurs qui sont même ici en France. On peut citer des gens comme Bonaventure Diondo et même Grégoire Bio, qui sont aussi des Gabonais et qui travaillent beaucoup sur la question. Et même ça a aussi plongé en fait le débat dans le contexte de l'égyptologie. Il fallait revoir à partir de là quel était vraiment
le contexte même, le centre ou encore l'origine même de la pensée philosophique. Ils l'ont ramené, certains, jusqu'à l'Égypte, voilà, en Mésopotamie et tout le reste. Donc, et pour montrer, en fait, même ça même, certains ont même expliqué que ce qui s'est passé, un peu, c'est que la Grèce était devenue un peu ce que Platon présente dans son allégorie de la caverne, c'est-à-dire que l'Égypte, pour moi, était en quelque sorte le monde intelligible. Donc le grec se déplaçait et arrivait en Égypte pour acquérir un certain savoir, et il revenait donc de la dialectique ascendante et descendante. Il revient en Grèce pour se prononcer, voilà, à partir des idées qu'il aura reçues. Donc en fait pour eux, l'Égypte serait finalement le berceau même de la connaissance, du savoir et même de la philosophie. Grégoire Biyogo est allé jusqu'à montrer que les premières écoles philosophiques, d'ailleurs, qui ont accueilli des penseurs comme Pythagore, comme Thalès et tout le reste, se trouvaient à Memphis et d'autres en Éthiopie. Voilà. Donc, pour eux, la connaissance, ou encore la philosophie elle-même, elle a pour point de départ l'Afrique. On ne peut donc pas, à partir de là, refuser à l'Africain une quelconque pensée et donc humanité. Voilà. Donc, l'œuvre de Temples va constituer un moment important dans le discours de la philosophie, de l'existence de la philosophie africaine. Et un autre Africain y a contribué, c'est Alexis Kagame, un Rwandais, qui a écrit la philosophie bantou-rwandaise, où il essaye aussi, lui en même temps, un peu comme Temples, de montrer effectivement qu'il y a une philosophie qui est née, voilà, et qui est comparable d'ailleurs à ce que nous appelons philosophie occidentale. Donc ici, quand je parle de décomplexer le savoir, cela revient donc à deux choses. D'abord, il s'agit de considérer le savoir comme une totalité se construisant consensuellement, c'est-à-dire dans la rencontre des différences. Dans la rencontre des différences, c'est un peu ce que Thierry Ekoga appelle la réexpérimentation du différent. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, comme le présentait d'ailleurs Madame Kisuki dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte qui appelle à ce que la rencontre, voilà, de la pensée soit importante. La philosophie et même la science, voilà, n'est pas l'apanage, comme on appelle, de l'Occident. La rencontre, le dialogue, j'aime bien, je reçois des mails, voilà, dialogue philosophique, c'est souvent Paris 8 et l'Amérique latine, mais il faudrait effectivement que ce dialogue s'instaure aussi aujourd'hui entre l'Afrique et l'Occident. Il faut que ce dialogue devienne important, parce que nous sommes dans la mondialisation qui nous appelle tous à un destin commun et qui appelle donc l'Africain lui-même à dire ce qu'il pense, non seulement de son contexte, mais aussi, voilà, de son rapport à ce monde-là. Donc c'est un peu l'enjeu de la philosophie africaine aujourd'hui. Et si on parle de pensée africaine, ce que je veux démontrer, c'est qu'elle n'est plus au stade que Hegel et d'autres, voilà, ont voulu donner à une certaine époque. La pensée africaine aujourd'hui, elle est l'ensemble, si nous voulons, elle est l'ensemble en fait de l'œuvre en fait des intellectuels africains, voilà, qui ont pensé. Il y a des choses qui se sont faites à partir des années avant les indépendances. Des littéraires en fait se sont investis pour essayer en fait de reconstituer en fait ce contexte, pour essayer de donner de la voix, voilà, à l'Africain par rapport à sa place, voilà, dans ce monde. Donc il y a un travail des littéraires en Afrique de l'Ouest, généralement Cheikh Anta Diop et bien d'autres, et en Afrique centrale. Il y en a aussi d'autres, je peux citer le Camerounais comme Mongo Betty, voilà, qui ont fait un travail important, mais qui souvent n'ont pas été très vulgarisés, ils n'ont pas été très connus, parce que le problème c'est que parfois la voix de l'Africain, elle est souvent un peu
rencontre une certaine hostilité dans le monde voilà, occidental. J'aime bien quand je vais sur la rue des écoles à la Sorbonne, je vois quelque chose au niveau de l'harmattan et qui parfois en fait m'écoeure, c'est-à-dire que vous voyez une séparation du côté droit, vous avez l'harmattan qui est un peu destiné aux Occidentaux et à gauche, l'harmattan qui est destiné aux Africains et comment dire, au monde asiatique et tout le reste. Donc à partir de là, ça montre déjà que voilà qu'on veut au fond construire une certaine dissociation, voilà, donc qui ne profite vraiment pas, comment on appelle, au destin que nous appelons destin commun, voilà, du monde, qui appelle à ce que chacun donne sa voix à ce qui se passe. Et aussi, ce qui me paraît très important, c'est que dans tout ce travail, c'est ce que je dénonce un peu dans ma thèse, voilà, dans la thèse que je fais, je travaille sur Rousseau et Hayek, voilà. J'essaye de démontrer qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est dans un contexte voilà, du libéralisme économique et politique voilà, qui nous donne une certaine trajectoire du monde, mais parce que le savoir, voilà, il n'est pas l'apanage, comme je le disais déjà au départ, d'un certain groupe d'individus. Il faut donc que chacun donne voilà, du sien. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Africain, il est toujours un peu marginalisé. Parce que ce qui se passe, c'est que sa voix, elle ne porte pas, déjà dans le contexte africain et auprès de l'Occident. Donc, il faut, pour reconstruire, effectivement, ce que l'Afrique peut apporter, la pensée africaine peut apporter à la mondialisation, c'est son originalité qui consiste aujourd'hui, comme le dirait un autre philosophe sénégalais, c'est-à-dire que l'Africain, sa philosophie ne consiste plus aujourd'hui à revendiquer en fait son identité, mais plutôt à penser les problèmes à penser les problèmes à partir du concret. On parle des problèmes de guerre en Afrique aujourd'hui, on parle des problèmes de famine, on parle des génocides, on parle de fraude électorale. Je prends le cas de mon pays, le Gabon, où à chaque élection, c'est un peu lui qui perd gagne, c'est-à-dire que celui qui est élu dans les urnes, ce n'est jamais lui en fait qui est installé à la présidence de la République. Donc le philosophe, c'est ce qui devient en fait son champ, c'est-à-dire qu'il regarde l'Africain, il a quelque chose à dire là-dessus. Et quand je parle même de pensée africaine, je ne la limite pas au champ de la philosophie, elle transcende en fait le champ de la philosophie et elle va jusqu'au droit, jusqu'à l'économie et tout le reste. Et donc l'originalité de cette pensée, c'est qu'elle ne se fait plus, aussi non plus à partir de la culture africaine, parce que nous avons adopté la pensée occidentale. Je vous parle de Hayek, je vous parle de Rousseau, ce n'est pas des Africains. Donc l'originalité de notre pensée, c'est qu'elle emprunte à l'Occident et elle se construit à partir de sa réalité. C'est cela aujourd'hui la pensée africaine, et ce qu'elle apporte effectivement dans le champ de la mondialisation, c'est de partir de sa réalité et de donner sa voix quand il s'agit de décider sur l'Afrique, plutôt que d'attendre que l'Occident en fait décide de tout et parfois de rien. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas, peut-être que la discussion on la fera à la fin, ou vous voulez faire une question maintenant? On a le temps? Peut-être vraiment une question, deux questions maximum, si on veut garder le temps. Sinon, on le fait à la fin. Là, juste Sylvain est pas encore là. Ah oui. Donc, quelqu'un sur le téléphone, je sais pas, contacter par mail. Et personne n'a son téléphone personnel? Non. Non, on va inverser l'autre. Il n'est pas là, moi, il est derrière, après il va venir. Oui, il est là. Alors peut-être qu'on peut faire deux informations et puis des questions après. d'accord. Alors, je dirais quelqu'un qui arrive, peut-être. Alors, je passe. Ah, génial, bah c'est eux là. C'est un accueil chaleureux.